On va revenir au national, on reparlera de l'international, Mickaël, tout à l'heure. Mais hier, le Sénat a voté le texte immigration. Steve, un texte que la majorité sénatoriale a clairement durci. Oui, 5 jours de débat en séance publique, à quoi il faut ajouter la séance d'hier et le vote solennel sur l'ensemble du texte. Alors il y a plusieurs grandes mesures effectivement qui ont été ajoutées par le Sénat. On va les voir. Il y a la création de quotas pour l'immigration économique. Tous les ans, un débat parlementaire aura lieu pour fixer le nombre de personnes admises à séjourner en France. Les sénateurs ont aussi limité le regroupement familial en durcissant les conditions du dispositif. Ils ont également supprimé pour les étrangers en situation irrégulière l'aide médicale d'État remplacée par une AMU, aide médicale d'urgence. Ils ont supprimé l'article 3. Le fameux article 3 sur la régularisation des sans-papiers dans les métiers en tension. Après un deal entre les LR et l'Union centriste, cette régularisation se fera au cas par cas de façon exceptionnelle après feu vert des préfets. Le Sénat a rétabli le délit de séjour irrégulier, supprimé par François Hollande et qui sanctionne la présence sur le territoire d'une personne en situation irrégulière. La Chambre haute a également levé les protections qui pèsent sur certains étrangers afin de pouvoir expulser plus facilement ceux qui représentent une menace pour l'ordre public. Et toutes ces mesures, alors qui est pour, qui est contre? Un scrutin public était organisé, ce qui veut dire qu'on connaît le vote de chaque sénateur. Sans surprise, pour la gauche, c'est un très grand non. On va écouter. Nos discussions n'ont pas été à la hauteur du sujet. La réalité des flux migratoires croissants et les solutions indispensables pour intégrer les étrangers qui continueront à arriver, malgré les barrières qu'on peut émettre administratives ou physiques, devraient être à la base de toutes nos réflexions, de toutes nos décisions législatives. Non seulement ce projet de loi, tel qu'issu de notre discussion, ne nous a pas permis d'avancer sur ce sujet, mais il a très largement empiré la situation des étrangers qui vivent sur notre sol. Un an après, l'intégration a totalement disparu du texte, à l'instar du ministre du Travail, qui n'est toujours pas là aujourd'hui, qui a déserté les débats. Résultat, il ne s'agit plus que d'être méchant avec les gentils et avec tous les autres. Ce qu'on a pu remarquer aussi, c'est l'offensive du groupe macroniste RDPI qui a voté majoritairement pour le texte, mais qui a tiré à boulet rouge sur certaines mesures, comme sur la suppression de l'AME. Écoutez. Nous espérons que l'Assemblée nationale reviendra sur ce qui représente à nos yeux une faute morale et une erreur grave en matière de santé publique. Pas de surprise en ce qui concerne la majorité sénatoriale, puisqu'on votait très clairement pour son texte, celui qu'elle a contribué à largement durcir. François-Noël Buffet, président de la commission des lois, n'a pas manqué de le rappeler. Nous avons souhaité fixer cette politique migratoire dans le texte, clairement, de manière à ce que les choses soient parfaitement claires pour tout le monde, j'allais dire, et que les mesures qui en découlent soient parfaitement cohérentes. Le Sénat a largement travaillé, largement contribué, probablement modifié une grande partie de ce texte-là pour répondre à la proposition que nous avons faite, qui est celle d'un texte et d'une stratégie clairement établie. Adoption du projet de loi à 210 voix pour, 115 contre sur 325 suffrages exprimés. Il contenait 27 articles au total au moment de son arrivée au Sénat. Il repart d'ici avec environ 90 articles. Reste à savoir ce qu'il en restera après l'examen des députés. Et on suivra évidemment tout ça. Mickaël Darmon, les sénateurs qui ont donc voté un texte à leurs mains, considérablement durci. Est-ce que c'est une victoire pour la droite au Sénat ? Vous l'avez dit, c'est une victoire pour la droite au Sénat, mais c'est fini. Ça va passer maintenant au Parlement. Et ça sera une autre paire de manches, une autre séquence qui va arriver, un autre enjeu pour l'exécutif, bien évidemment. Très certainement, il y aura, et c'est la raison pour laquelle les macronistes ici au Sénat se sont positionnés ainsi, il y aura une attitude du groupe majoritaire pour détricoter les mesures les plus dures. L'épreuve de force commencera à ce moment-là entre l'exécutif et le groupe majoritaire et l'ensemble de l'Assemblée. Et on verra dans quelle mesure, effectivement, l'enjeu principal, c'est-à-dire de faire passer cette loi sans le 49.3, qui est un enjeu majeur pour Gérald Darmanin, beaucoup plus que pour Elisabeth Borne d'ailleurs, sera avéré. Donc la droite a gagné une première bataille, elle est loin d'avoir gagné la guerre ? Oui, voilà, c'est très bien résumé. On est dans le jeu de rôle classique qui est plus clair. La victoire de la droite, cette première victoire, cette première étape est plus claire que pour la réforme des retraites. C'est vrai que maintenant, l'Assemblée va sans doute détricoter. J'entendais les réactions de plusieurs sénateurs issus de la gauche. Il faut le dire, par rapport aux enquêtes d'opinion telles que nous restituent les sympathisants de gauche, comme la manière dont ils parlent de ce projet de loi immigration, une partie des élus de gauche sont quand même
en décalage avec le peuple de gauche, puisque les sympathisants de gauche étaient plutôt favorables à la suppression de l'aide médicale d'État. C'est une sorte de totem, de chiffon rouge qui était circonscrit à une époque à la droite extrême et qui est maintenant, sa suppression fait l'objet d'un consensus auprès de l'ensemble des Français. Idem pour le regroupement familial. Le seul point où le durcissement du projet par les sénateurs étant hiatus avec ce que nous disent les Français, c'est sur la régularisation des sans-papiers. On en avait parlé ici pour les métiers en tension, où on est en gros à 2/3 des Français favorables parce que les Français voient dans leur vie quotidienne la pénurie d'emploi, ce qui explique aussi le fait que le chômage ait disparu, se soit évaporé du spectre de leurs principales préoccupations. Ouais, là, parce qu'ici Gérald Darmanin devait trouver un accord avec la droite. Là, à l'Assemblée, c'est avec sa propre majorité qu'il va devoir composer? Oui, c'est d'abord effectivement toujours avec la droite de certaine manière pour les amener quand même à prendre ce texte s'il n'est pas trop détricoté, mais c'est surtout, je pense, effectivement, la grande explication entre Gérald Darmanin et la majorité présidentielle et la famille macroniste, qui, au fond, et c'est un peu le sentiment qu'ont les darmanistes, si je puis dire, ne les acceptent pas. Ça va être le moment, on va dire, peut-être crucial, le point d'orgue de ces deux quinquennats et de cette présence, je dirais, de Gérald Darmanin au sein de la Macronie. Ça va être à ce moment-là un moment crucial. Et c'est vrai que une fois les considérations, je dirais, tactiques que l'on a évoquées au Sénat sont évoquées, eh bien, ce qui s'est passé aussi au Sénat, et Frédéric le restitue bien, c'est aussi, un dessin, un restitué de l'évolution sociologique française, qui envoie des signaux qui permettront peut-être de comprendre les évolutions dans les scrutins à venir, notamment en ce qui concerne ce sujet de l'immigration. Oui, un petit point, la manière dont Mickaël parle du défi que doit relever Gérald Darmanin, convaincre les députés, la majorité macroniste, rappelle furieusement, 8 ans après, le défi que s'était posé le jeune ministre Emmanuel Macron, qui avait cherché et qui avait plutôt réussi, même si le 49.3 lui avait empêché de se compter, convaincre la majorité socialiste de l'époque sur sa fameuse loi de simplification, la loi Macron. 8 ans après, on peut faire une sorte d'homothétie entre le Macron de 2015 face à la majorité socialiste, lui-même n'étant pas socialiste, et le Gérald Darmanin, issu de LR, auprès duquel il conserve une cote de popularité très forte. L'image du traître n'a jamais, si je puis dire, s'est jamais installée auprès des sympathisants de droite, qui doit, lui, Gérald Darmanin, convaincre, même si le coup près du 49.3 pourrait créer chez lui une frustration et pourquoi pas une aventure solitaire, une aventure présidentielle. Enfin voilà, on peut, en tirant le fil, créer une sorte de récit parallèle. En tout cas, une aventure solitaire qui a d'ores et déjà un peu commencé. Bien sûr. Parce qu'on est après, effectivement, le fait qu'Elisabeth Borne ait été confirmée au gouvernement, ce qui, pour Gérald Darmanin, a été un moment difficile à passer, puisque c'est un secret pour personne, il aurait bien aimé être nommé à Matignon. En n'étant pas nommé à Matignon, il s'aperçoit effectivement, il prend conscience qu'Emmanuel Macron ne veut pas l'intégrer dans son premier cercle. Et c'est là, effectivement, que commence, c'est le début, en tout cas on pourra dater, je ne sais pas ce qu'elle donnera, mais on pourra dater le moment de cette démarche émancipatrice à partir de ce moment-là, et on verra dans quelle mesure le texte immigration lui permettra d'avancer, d'accélérer ou d'en être arrêté. Mais est-ce que politiquement, il a tant que ça à perdre, Gérald Darmanin, utiliser un 49.3, alors que les Français soutiennent ce texte? On n'est pas dans la même situation que lors de la réforme des retraites, où ça avait été vécu comme un passage en force. Le 49.3 est devenu maintenant le symbole du passage en force et de l'échec d'une capacité à pouvoir assembler et à pouvoir faire passer donc un texte à l'Assemblée, encore plus paradoxalement dans le contexte de la majorité relative et dans le contexte dans lequel se trouve donc l'exécutif et Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, réussir à faire passer un texte sans 49.3, c'est le symbole d'une réussite. Même si quand on fait passer au 49.3, on réussit quand même. Oui. Parce que ça reste dans la législation. Mais il y a maintenant un statut de décret, d'outil d'urgence
qui vient pallier une incapacité à pouvoir convaincre. Et c'est pour ça qu'il a absolument intérêt à ne pas avoir de 49.3. Oui, le 49.3 n'est plus vu comme un outil facilitant le travail d'un gouvernement. Michel Rocard, 28 fois entre 88 et 91, même situation de majorité relative, là, clairement, pour les Français. On l'a bien vu, ça commençait vraiment au moment de l'utilisation du recours par Manuel Valls lors de la loi travail et même lors de la loi Macron. Le 49.3 est vu comme une sorte d'attentat démocratique, est vu comme une sorte d'atteinte aux libertés et de passage en force, d'autoritarisme. Et donc, réussir à passer un projet de loi sans 49.3 peut être synonyme de brevet ou de tableau d'honneur, de négociateur, de manœuvrier habile pour le ministre de l'Intérieur. C'est d'ailleurs assez savoureux d'entendre en général Macron maintenant défendre le 49.3, alors qu'il avait poussé des cris d'orfraie quand il avait été atteint et touché par le 49.3 de Manuel Valls. On va parler de votre baromètre. Du coup, on va continuer à parler d'Emmanuel Macron, de Gérald Darmanin, le baromètre des personnalités. Frédéric, on va voir les 5 premiers. C'est Édouard Philippe qui est toujours en tête sur le podium, suivi de Gabriel Attal et Bruno Le Maire. Oui, c'est un baromètre IFOP fiducial pour Match et Sud Radio qui est baissier ce mois-ci, puisqu'il y a 31 baisses sur 50. Il ne faut pas oublier que la défiance demeure, j'ai envie de dire, malheureusement, la première grille de lecture des Français vis-à-vis des politiques, d'où le mérite des 3 premiers d'être parfaitement stable par rapport au mois précédent. Et ce qui est intéressant, si on s'intéresse, si on regarde ce baromètre de 50 personnalités à travers le prisme des 3 blocs, le bloc RN, le bloc NUPES, la NUPES très malade, on le sait, et le bloc central, c'est intéressant de voir que dans le bloc central, il y a 5 personnalités parmi les 10 premiers. Édouard Philippe, Gabriel Attal, Bruno Le Maire, François Bayrou et Olivier Véran, qui est le ministre qui progresse le plus avec M. Dupond-Moretti, malgré sa mise en cause devant la Cour de justice de la République. Il y en a même 4 parmi les 5 premiers. Tout à fait, 4 parmi les 5 premiers et 6 parmi les 10 premiers. À contrario, parallèlement, Emmanuel Macron, petit à petit, renoue un lien avec les Français. C'est 4 points de gagnés depuis maintenant 2 mois. Et il faut toujours regarder la question qui a été posée. Bonne, mauvaise opinion. C'est pas une question qui mobilise l'action. C'est plus l'image, la personnalité. Et le fait qu'il arrive à 40%, c'est plutôt intéressant pour lui, avec un rétablissement dans ces segments traditionnels électoraux, les personnes âgées, les cadres supérieurs et les sympathisants Renaissance et LR. Face à ce bloc central, les autres personnalités du bloc RN et surtout du bloc de gauche ne sont pas autant à la fête. Prenons un chiffre, Jean-Luc Mélenchon, pour la première fois, passe sous la barre des 30%, 29% de bonnes opinions, et il paye ses errements, ses déclarations, ses propos filtrants avec l'antisémitisme. Et ce qui est très fort, c'est pour lui désormais une rupture à gauche, puisqu'il n'est maintenant que la 7e ou 8e personnalité de gauche, et il perd, je crois, 8 à 9 points dans son socle électoral du 10 avril. On va en parler de la gauche, mais un mot sur Emmanuel Macron, parce que Mickaël tout à l'heure parlait de la situation internationale. Est-ce que ça joue dans sa cote de popularité, son positionnement sur la guerre Israël-Hamas ? Oui, ça a joué, puisqu'il y a eu un petit rebond ce mois-ci. Ça a joué dans un contexte, il faut le dire, dégradé pour lui. Traditionnellement, quand les Français ne s'intéressaient pas énormément aux questions internationales, on avait une bienveillance a priori pour tous les présidents. En fait, les 20 ans de ce baromètre IFOP fiducial Paris Match et Sud Radio, on avait des présidents impopulaires, mais qui étaient très bien notés sur l'international. Le Jacques Chirac de 2005-2007 rapportait beaucoup de contrats à l'étranger. C'était très positif pour Nicolas Sarkozy et même très fortement pour François Hollande. Emmanuel Macron, dans l'enquête du mois dernier, il a vu 60% de Français mécontents de sa capacité à défendre l'intérêt de la France à l'étranger. Donc son voyage en Israël lui a permis de rétablir un peu les choses. Mais effectivement, sur son image, il y a un petit mieux, comme s'il y avait ce mouvement de décrispation après cette séquence retraite qui a été terrible pour lui en 2023. Mickaël. Oui, son enjeu reste effectivement de pouvoir montrer qu'il est capable de pouvoir défendre les intérêts. C'est vrai que très certainement le multidynamisme du président sur beaucoup de sujets en ce moment, passant effectivement de la sphère internationale aux inondations dans le Nord, doit aussi montrer qu'il y a cette existence. On sent bien que c'est aussi certainement le résultat de cette activité, voire suractivité qu'il a développée depuis quelque temps, en étant
compétent sur beaucoup de champs en même temps, ce qui donne le sentiment d'être un président dynamique qui est décorrélé de l'efficacité de la démarche, mais en tout cas, il y a effectivement cette démarche, cette image de président dynamique et qui bouge. Un petit mot sur la gauche, parce que vous parliez de la baisse de Jean-Luc Mélenchon. Et alors, ce qui est marquant, c'est qu'il y a un écart énorme entre Fabien Roussel et Jean-Luc Mélenchon dans le baromètre. Oui, c'est vrai, quand on regarde les 10 premiers, on a 2 personnalités de gauche qui sont des personnalités anti-NUPES, anti-Jean-Luc Mélenchon. Fabien Roussel, vous le disiez, qui est, comme le mois précédent, premier à gauche. Et dans les 5 premiers. Et dans les 5 premiers, on parle quand même du leader du Parti communiste français. Hein, c'est quand même assez inédit. Et puis François Hollande, qui malgré une baisse, est nettement devant. Par rapport à Jean-Luc Mélenchon, oui, c'est vrai que les personnalités NUPES sont toutes à la baisse, y compris François Ruffin, qui paye peut-être un positionnement ambigu, critique vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon, notamment sur la question d'Israël, mais sans franchir le pas d'une véritable rupture. Oui, pour Jean-Luc Mélenchon, c'est la personnalité, après Éric Zemmour, qui est le plus rejeté des Français, avec un socle de très mauvaises opinions. Il faut toujours voir, Oriane, les baromètres à travers les pôles de soutien les plus forts, les excellentes opinions et les très mauvaises. C'est lui qui a un des socles les plus bas. On voit très bien comment, sur cette séquence, il paye l'addition et on a tendance à faire un parallèle avec la fameuse séquence de 2018, la perquisition, la République c'est moi. Il n'avait pas perdu à gauche autant qu'il n'a perdu maintenant. C'est vrai que là, sur toute une série de sujets, depuis les émeutes urbaines, depuis l'idée qu'il y a un racisme systémique, depuis que la police tue, depuis la baya, il est en dissonance, en décalage avec sa majorité de gauche et avec son socle électoral. Michael. Et surtout, je pense que les Français perçoivent aussi l'aspect autocratique, non démocratique du fonctionnement donc, de son parti et surtout la manière dont il traite les personnalités qui osent avoir un autre avis. Donc de ce point de vue-là, on ne peut pas dire que les Français souscrivent à avoir voilà, une dérive et un autocrate à leur tête. Et à gauche, on s'aperçoit bien que l'efficacité, là aussi, n'est pas au rendez-vous. Et très certainement, on assistera à des prises de position du point de vue des dissidents de la NUPES. Alors Emmanuel Macron qui veut réunir les chefs de parti, majorité et opposition après-demain à Saint-Denis. Mais après Olivier Faure et Emmanuel Bompard, c'est Éric Ciotti, hier le patron des LR, qui a annoncé qu'il n'irait pas. On va écouter ce qu'en pense Gérard Larcher, le président du Sénat. Il était ce matin l'invité de la matinale de France Inter. Il y a un ordre du jour. Cet ordre du jour, comme je l'avais demandé, nous a été envoyé suffisamment tôt. Nous parlerons bien sûr de la situation internationale, mais nous parlerons des questions de référendum, de décentralisation. Nous parlerons aussi des Outre-mer. Mais du coup, vous regrettez l'absence d'Éric Ciotti à cette réunion ? C'est sa décision. Bah, c'est votre famille politique. Oui, c'est sa décision. Je peux en comprendre les raisons. Il est dans son rôle de président de parti de prendre cette décision. Elle lui appartient. Il m'en avait informé hier matin. J'en ai pris acte. Voilà, Gérard Larcher, il en prend acte, il la comprend. On n'a pas l'impression qu'il la partage vraiment. Lui, il ira, en tout cas à Saint-Denis. C'est quoi, ces divisions chez les Républicains ? Je dirais que c'est une erreur de positionnement politique. Parce que d'Éric Ciotti, bien sûr. Parce que prendre le risque de laisser Jordan Bardella face à Emmanuel Macron, avec en ce moment l'essor qu'il a et surtout la manière dont l'Élysée regarde Jordan Bardella, c'est, je pense, effectivement un problème politique à venir. On a bien compris que effectivement Gérard Larcher n'a pas fait que prendre acte. Et on peut parfaitement imaginer que dans le secret de leur bureau, il lui a quand même dit qu'il commettait une erreur. Mais il y a aussi une tension et une pression très forte au sein de LR de se démarquer, de ne plus donner le sentiment d'aller dans le sens du président parce que voilà, les échéances approchent, les européennes et ensuite l'élection présidentielle. Oui, je noterai quand même que le format Saint-Denis n'a pas vraiment intéressé les Français. Le premier épisode, la première saison, si je puis dire, au mois de septembre, avait fait l'objet d'un niveau de conversation particulièrement faible. Pourquoi ? Parce que pour les Français, ça relève de la vie des organisations partisanes, ça ne les touche pas personnellement, même si c'est vrai que la première partie, cette durée très longue, le président qui avait pu embarquer tout le monde, il y avait eu le sentiment d'une autre manière de dialoguer avec les forces politiques. C'est un reproche qui est fait fréquemment à Emmanuel Macron. Là, c'est vrai que l'absence de 3 principaux leaders est préjudiciable, mais comme le dit très bien Michael, ça peut aussi être restitué comme
un mano à mano, Emmanuel Macron, Jordan Bardella, qui dans le baromètre Paris Match a un peu payé ses déclarations minimisant l'antisémitisme de Jean-Marie Le Pen. Il ne perd que 3 points, ça paraît rien, mais auprès des sympathisants de droite, auprès des sympathisants LR, il perd de mémoire 15 points. Donc c'était peut-être aussi une occasion pour Éric Ciotti d'enfoncer le clou et de montrer que la vraie droite, c'était lui. Un dernier mot très rapidement, Mickaël, ça veut dire que ça ne porte pas forcément préjudice à Emmanuel Macron, cette absence. Ça ne veut pas dire que les rencontres de Saint-Denis font pchit. De fait, si personne, en tout cas si des absents importants sont là, bien évidemment, ça altère le processus et ça fera peut-être ressortir d'autant que les sujets que plébiscitent les Français ne sont pas au sujet des conversations du président de la République. Merci Frédéric, merci Mickaël. On regarde ce qu'il y a à la une de nos quotidiens régionaux avant de se quitter. Et Steve, à la une de la presse régionale, la visite d'Emmanuel Macron et la souffrance des habitants du Pas-de-Calais. Oui, on en parlait tout à l'heure, c'était la une de la Voix du Nord. La nation sera à vos côtés, a déclaré le chef de l'État venu hier à la rencontre des victimes des inondations. Emmanuel Macron a annoncé des mesures d'urgence et assuré les sinistrés du soutien de l'État sur la durée. 2 semaines maintenant que la région est soumise à des intempéries exceptionnelles. Certains ont absolument tout perdu et c'est pas terminé puisque le Pas-de-Calais affronte depuis hier un nouvel épisode pluvieux. Le département a été replacé en vigilance rouge. Inquiétude également à l'Est. Oui, c'est à la une des quotidiens l'Est républicain et de l'Alsace. Les cours d'eau montent dans la région. Des habitants ont même été évacués de manière préventive dans le Haut-Rhin alors que certaines retenues d'eau menacent de céder. Des coulées de boue ont touché certains villages. 1 mois maintenant qu'il pleut tous les jours en Alsace, qui a été placé en vigilance risque de crue. Une situation qui frappe de plein fouet les agriculteurs. Oui, on va voir le courrier Picard. La pluie et les inondations compromettent le travail de nos agriculteurs, notamment la campagne betteravière. Les agriculteurs sont en première ligne car les intempéries empêchent l'arrachage des betteraves. Tous les secteurs de la filière sont touchés dans la région. Les conditions sont extrêmes. Il y a la pluie, la boue, les inondations des terres. Bref, c'est la galère. Et si le paradis se trouvait dans le Limousin? Oui, 1 € le mètre carré de terrain. Si vous voulez acheter une maison, c'est peut-être là-bas qu'il faut aller. C'est ce que nous dit le Populaire du Centre. Pour enrayer le déclin démographique, la commune de Fursac a lancé une opération audacieuse et ça marche. La campagne a été lancée cet été. Plus de 1000 personnes de toute la France ont contacté la mairie. Il a fallu procéder à une sélection très rigoureuse. Au final, 15 familles ont été retenues. Elles vont déménager dans les prochaines semaines. Ce seront bientôt des Fursacais. Je crois qu'on dit comme ça. On vous suit. On termine par un mot de culture. Oui, un Corse qui part à la conquête de Paris, de la France et du monde, ça vous dit quelque chose? Un petit peu. Napoléon, Corse Matin fait sa une sur le film Napoléon de Ridley Scott. Il sort la semaine prochaine, mais on en parle déjà beaucoup. Le journal consacre 3 pages spéciales à cette super production Hollywoodienne. C'est Frédéric qui va vous aider. Non, je suis pas américaine. L'acteur Joaquin Phoenix qui joue l'empereur a accordé une interview exclusive à Corse Matin, c'est à lire aujourd'hui. Merci Steve. Hollywoodienne. Voilà. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Merci Mickaël d'avoir été avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous à 15h, la séance de questions d'actualité au gouvernement au Sénat et à 18h, Thomas Hugues, Sens Public. Très bonne journée, à demain.